Nicolas Gouin, bonjour. Hello. Je te propose, Nicolas, de te présenter comme tu veux, sans limite. Tu as le temps que tu veux, tu parles de toi. Comme je veux. Je dirais que je suis un être humain et qui a la chance d'exercer le métier de psychiatre, qui était le métier que je voulais faire quand j'étais minot. Dès l'âge de 12 ans, j'avais annoncé à mes parents que c'était ce que je voulais faire. Et j'ai réussi à tenir mon cap alors que j'étais pas ultra bon à l'école. Je suis pas extrêmement mauvais, mais j'étais loin d'être le meilleur et la médecine, ça a pas été facile. Euh, voilà un peu ce qui me vient. J'exerce en tant que psychiatre maintenant en libéral depuis une dizaine d'années. Et j'ai commencé à étudier l'hypnose depuis le début de mon internat, en 2010, je commençais à apprendre. Mhm. Avec qui tu as appris l'hypnose? Donc j'ai appris, bon, pour moi, premier professeur qui me vient en tête, évidemment, c'est Thierry Servia, qui est passé aussi se présenter chez toi, et avec qui j'ai la chance maintenant de travailler euh, en tant qu'associé au City depuis 2020, donc un centre de thérapie intégrative à Rezé. On D'accord. est... Donc c'est Thierry qui t'a initié au langage de l'hypnose, à l'approche de l'hypnose. Dans ce que Mhm. tu as dit, évidemment, tout le monde a dû te le demander. À 12 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu veuilles devenir psychiatre? C'est pas banal. C'est jamais banal d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais un enfant très angoissé déjà depuis très jeune. Et notamment depuis que j'étais très très petit, j'étais très angoissé par l'idée de l'éternité. J'avais posé des questions sur la mort quand j'étais enfant. Mes parents m'avaient donné des réponses de chrétiens pratiquants, disant qu'après la mort, il y avait des paradis, l'enfer, c'était ceux qui s'étaient très mal comportés, mais qu'après ils pouvaient se racheter et qu'après on vivait tous éternellement au paradis. Et étant enfant, l'idée de l'éternité est quelque chose qui m'a paniqué, puisque impossible de me le représenter. J'ai cherché des réponses étant petit, euh, d'abord dans la Bible, puisque c'était ce qu'on m'avait présenté, mais j'ai pas trouvé de réponse satisfaisante. Je m'étais intéressé à l'astronomie, la biologie, tout un tas de choses, je trouvais pas de réponse. Et arrivé au collège, au CDI, je suis tombé sur un petit bouquin de Freud sur les leçons de psychanalyse, les 5 leçons de psychanalyse. Alors là, je découvre ce qu'est la psychologie, l'inconscient, et dis que là-dedans, je vais avoir des réponses. Et je me lance là-dedans, je me passionne, je me passionne concernant l'étude de la pensée humaine, et ça m'a plus lâché, même si maintenant je suis dans une pratique un peu plus loin de celle de Freud et des psychanalystes, mais des fois pas tant. Ce que tu viens de dire dans ton explication, ça répond déjà à beaucoup de choses qui angoissent nos patients. Un patient ne peut comprendre que ce qu'il peut imaginer, Ouais. effectivement. Vous avez une pathologie et on remet à la personne un résultat d'histologie où on voit marqué dégénérescence. Mhm. Et je me suis toujours dit, comment peut-on simplement rester calme et dire, ah très bien, j'ai des cellules qui sont en train de dégénérer. Donc on est dans un mot, dans un vocabulaire très histologique.
Et c'est tout bonnement insupportable parce que pour représenter ce que veut dire la dégénérescence, on va se servir d'images extérieures qui n'ont plus rien à voir avec les cellules. Donc ça veut dire que toi, la croyance t'a imposé finalement un mot, celui d'éternité, tout en Mhm. sachant que tu ne pouvais pas te la représenter. Donc on te disait, non, non, t'inquiète pas, tu vas vivre quelque chose qui peut être effrayant ou pas, mais tu ne pourras pas te le représenter. C'est ça, finalement. C'est à peu près ça. Mais il fallait que j'ai la foi. Et oui, parce que ça veut dire que les personnes qui t'en parlaient, elles étaient rassurées par ce schéma-là, bien sûr. En tout cas, c'était ce qui me faisait comprendre. Ouais. Donc finalement, très tôt, tu découvres le mot, enfin tu découvres la psychanalyse au travers des mots de Freud. Cinq psychanalyses en plus dedans, t'en as qui sont assez impressionnantes. Donc je ne les ai pas découvertes au collège, je les ai découvertes en terminale. Et j'avais participé à un travail sur l'Omora qu'on avait filmé, j'avais fait un film là-dessus. Ouais. Donc c'est une des psychanalyses qui est plutôt compliquée. Mais ce qui veut dire que tu as été attiré par la clinique, parce que cet ouvrage, c'est de la clinique. Alors c'est les 5 leçons qui étaient Oui. un petit peu plus, c'était beaucoup plus épuré. J'ai étudié les 5 psychanalyses un petit peu plus tard, effectivement, quand j'étais au lycée avec l'Omora. Il y avait l'analyse du petit Hans, qui n'était pas un patient de Freud, une sorte de fait divers mais qu'il avait analysé. Mais oui, mais c'est vrai que dès le départ, c'était assez clinique. Je pense que c'est aussi ce qui m'a attiré, c'est qu'il y avait une forme de... C'était un peu concret. Ça restait très abstrait dans les concepts, mais au moins ça touchait ça parlait de vraies personnes, et ça m'intéressait. Est-ce que tu as découvert, toi, au départ, le mot hypnose plus tard, avec Freud toujours, ou pas du tout? Un peu par hasard, hein, pendant mes études de médecine, je continuais à me préparer. Donc dès le départ, j'ai fait médecine pour faire psychiatrie, donc j'ai continué à étudier entre guillemets pour me détendre, euh, d'autres bouquins de psy qui passaient. Je crois que j'ai terminé de lire quelques auteurs de psychanalyse j'avais récupéré les comptes rendus des conférences de Lacan, auxquelles j'ai rien compris, mais j'ai appris plus tard qu'apparemment c'était assez sain de pas tout comprendre. Euh, Mélanie Klein aussi, que j'avais étudié. Je commençais à étudier un peu des bouquins de TCC, de psychologie positive qui commençaient à arriver, et quelques bouquins d'hypnose très pratiques auxquels je ne comprenais pas, hein. Je ne voyais pas à ce moment-là spécialement l'utilité, mais bon, ça faisait partie de ma culture, ça faisait partie de ma culture quand j'étais étudiant. C'est vraiment quand je suis arrivé interne, après tout ce boulot, je pouvais aller enfin voir des patients et apprendre la psychiatrie. J'ai une lune de miel très très courte. Au bout de 3 mois, euh, j'étais déjà déçu j'étais déjà déçu de la psychiatrie. Après avoir tant attendu, de voir qu'on me proposait peu de réponses pour aider les gens, je me suis dit qu'il fallait que je trouve autre chose. Et c'est une de mes co-internes qui m'a parlé de formation de thérapie brève. Il fallait juste apprendre l'hypnose pendant une année parce que ça constituait des bases pour les thérapies brèves. Et je me suis dit que bon, j'allais supporter d'apprendre une année d'hypnose pour pouvoir accéder à d'autres types de thérapies. Et finalement, bah, les thérapies brèves m'ont plu, mais j'ai jamais décroché de l'hypnose. Ah, Thi- Thierry Servia m'avait présenté tout de suite l'approche d'Erickson. Je me suis plongé dedans. J'ai commencé, premier bouquin d'Erickson, c'était Ma voix t'accompagnera. Donc pas vraiment de concept, là des histoires de la clinique, des histoires de patients. Je l'ai trouvé fou. Je, je, je comprenais pas où est-ce qu'il voulait en venir. Je lisais ces histoires, je sais quel rapport avec le problème du patient. Je fermais le bouquin et l'histoire restait.
Ça planait en tête, j'y revenais, je recherchais à comprendre, l'histoire continuait à rester, j'avais d'autres compréhensions qui venaient au fur et à mesure, et c'est là que je me suis dit, il est en train de se passer un truc génial, que je pige pas, que je comprends pas, mais j'adorais ça. Et j'adorais ne pas trop comprendre, ne pas trop comprendre tout de suite. Et je pense que c'est là qu'est venue une nouvelle passion dès le départ, ça va être de comprendre ce que faisait Ericsson. Et ça me quitte plus ça me quitte plus depuis 15 ans. Je veux comprendre tout ce qu'il fait. On va revenir dessus. Ce que tu viens de dire, moi, ça me fait penser aux magiciens. J'ai eu la Hmm. chance d'avoir comme coiffeur quelqu'un qui est un mentaliste brillant, qui adore ce qu'il fait et qui me raconte que quand il fait des spectacles, il y a deux types de spectateurs. Ceux qui s'émerveillent, et j'en fais Hmm. partie, et ceux qui cherchent à comprendre, pas pourquoi on s'émerveille, non, non, qu'est-ce qui se passe et pourquoi le mentaliste arrive à trouver ce qu'on pense, nous, introuvable. Alors, dans l'hypnose, nos patients, ils veulent comprendre. Et au départ, ils veulent comprendre en se disant, bon, si je comprends au moins, peut-être qu'on rentrera moins dans ma pensée, peut-être qu'il y aura moins de manipulation. Je pense que c'est une attitude légitime, en fait. Ils veulent se protéger un peu, peut-être d'être manipulés, d'être influencés sans le vouloir. Par contre, beaucoup de patients nous le disent. Hier, j'étais avec quelqu'un que j'interviewais et qui m'a dit, où voulez-vous en venir? Qu'est-ce qui va se passer? Mais peut-être qu'on ne veut pas en venir à un endroit particulier. On est tout simplement pour la première fois sans le désir de vouloir en venir quelque part. On est juste dans dans cet échange avec le patient. T'es d'accord avec ça? C'est, je- Disons que au départ, ce que j'aime bien avec mes patients, c'est souvent en première consultation, je cherche deux choses. Je cherche à savoir ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent obtenir, à quoi ça ressemblera. Euh, Thierry avait déjà exposé comme l'hypnose orientée solution, d'avoir un objectif de thérapie qui puisse décrire. Ça, c'est la première chose que je vais chercher. Et puis, la deuxième chose que je fais depuis quelques années et que j'aime bien, c'est de fixer un délai. C'est-à-dire, dans combien de temps on peut estimer raisonnable qu'il obtienne ce qu'il veut. Et une fois que j'ai ça, après, c'est bon. C'est-à-dire, j'ai ma route, enfin, j'ai ma destination, je ne sais pas quelle route je vais prendre, et on y va. D'accord. Et là, après, mais j'aime bien, je me représente ça comme ça. Souvent, ce que j'ai dit aux étudiants, c'est un peu c'est un peu comme être dans un labyrinthe dans le noir. Pour sortir d'un labyrinthe, la technique, c'est qu'on pose une main sur une des parois et si c'est pas un labyrinthe magique, il y a mathématiquement, si on suit une paroi, on va trouver une sortie à un moment donné. Et c'est un peu comme ça que je me représente que je me représente la thérapie. On va saisir un truc, on va suivre le fil, on va suivre la paroi, et on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais on y va. Et ça peut être un peu, c'est angoissant effectivement d'être dans un labyrinthe, mais il y a une méthode. On sait que si on suit une paroi, on va arriver à une sortie quelque part. Et je pense que le simple fait de savoir qu'on est à l'aise avec ça, c'est suffisant pour les rassurer, j'ai l'impression. Ils voient bien que c'est pas, c'est pas hyper net, c'est pas hyper clair à l'avance, là où je veux en venir, comme disait ton patient ou ta patiente. Mais je pense qu'ils peuvent voir qu'il y a une telle confiance dans la certitude qu'on va trouver une sortie que c'est suffisant, ils peuvent s'appuyer là-dessus. C'est pas venu tout de suite, quoi. Ben, à force de pratiquer, d'abord d'avoir confiance dans mes formateurs, d'avoir confiance dans Ericsson qui arrivait toujours, sauf exception, mais majoritairement arrivait toujours à trouver une solution. Je trouve qu'au bout d'un moment, il y a ouais, cette certitude se crée que on va trouver, on va trouver une sortie, on va trouver le moyen. Donc, ton rapport Enfin, à ce monde-là, ça a été Thierry Servia, c'est toujours Thierry Servia, ça a été ouais. Ericsson. Et est-ce que tu as aujourd'hui, par rapport à ta pratique,
Ta pratique fait rentrer dans le travail le cinéma, Ouais, énormément. Tu fais jouer des personnages, tu vas permettre au patient de s'appuyer sur un personnage et tu t'appuies beaucoup sur le cinéma. Alors, quel est le film du cinéma qui t'a amené à te dire, je peux peut-être moi aussi amener des patients à s'identifier juste l'instant qu'il faut? Est-ce que tu avais 12 ans? Est-ce que ça s'est fait la même année? c'est peut-être quasiment la même année ou peut-être un peu plus tard. euh, l'un- le film qui m'a marqué et qui m'a peut-être vraiment confirmé que c'était ça que je voulais faire, c'était le film The Will Hunting. Je crois qu'il est sorti en 97-98. J'étais un peu plus âgé, je devais avoir 15 ou 16 ans. Je ne sais pas si tu l'as vu, tu Pas du tout. connais. Alors, petit pitch, petit synopsis. Il y a un psychiatre dedans. C'est pas le rôle principal, mais c'est un excellent second rôle qui est joué par Robin Williams. Et ça parle d'un gamin, d'un ado qui vit dans les banlieues sud de Boston, qui s'est trouvé un petit boulot d'homme de ménage à Harvard. Et un jour, en faisant le ménage, il trouve une équation dans le quartier mathématiques, une équation auquel aucun étudiant à trouver de réponse. Euh, il la résout et il continue son boulot. Sauf que le professeur n'arrive pas à retrouver l'étudiant qui a fait ça. Et quand ils se rendent compte que c'est ce gamin qui est avec des émotions de colère, d'agressivité, et qui est aussi un incroyable génie, euh, ils vont lui proposer de le former, puisque c'est manifestement un esprit absolument génial, le gamin le plus intelligent qu'ils aient rencontré. Mais comme il a de gros problèmes émotionnels, ils vont lui prendre en charge ses études s'il voit un psy. Et c'est ce psy qui est joué par Robin Williams qui va être une révélation parce que c'est un gamin qui va épuiser tous les psys, qui prend énormément de plaisir à les provoquer, à comprendre comment ils fonctionnent et à les humilier. Et il va faire la même chose d'ailleurs avec ce psy-là euh, qui va répondre qui va répondre d'une manière hyper humaine. Il y a une scène où ils sont sur un banc et lui, il lui avoue à quel point ça lui a fait mal cette humiliation et que il n'en a pas dormi de la nuit, mais qu'après, au bout d'un moment, il s'est rendu compte que c'était qu'un gamin qui avait rien connu, qui connaissait pas la vie, qui avait jamais quitté son quartier, qui n'était jamais tombé amoureux, qui avait jamais connu ses potes tombés à la guerre. Et donc il y a un vrai dialogue hyper humain, limite père-fils, hyper authentique. Et là, il y a une émotion incroyable dans cette scène, dans plein de scènes. Toute la thérapie avec cet ado est absolument géniale, hyper authentique, hyper humaine. C'est pas un truc, c'est pas une thérapie du tout qui est intellectuelle du tout. Euh, et m- il y a tellement d'émotions en regardant ce film que j'ai vraiment envie de vivre ça. C'est, et c'était ça qui m'a manqué quand j'ai commencé l'internat. Je ne retrouvais pas quelque chose comme ça. Je pense que c'était ça que je cherchais vraiment dès le départ et qui m'a permis de tenir dans toutes les années de médecine. C'était de revivre vraiment cette émotion-là. Alors tu vois, c'est intéressant vraiment de voir à quel point la clinique et la mise en jeu de quelque chose te touche et t'a toujours touché. Là, quand je t'écoutais, on voyait bien que le jeune homme et le psychiatre jouaient humainement, en fait. Ils jouaient humainement. Qu'est-ce que tu penses, toi, du fait de dire que la thérapie, quelle qu'elle soit,
Évidemment, elle est là pour accompagner une demande et parfois Mm. pour aider à résoudre certains théorèmes, certaines équations. Et est-ce qu'on peut dire que finalement c'est un jeu? Et c'est un jeu qui va peut-être se jouer parfois à deux, parfois à plus, en répondant à des règles, mais avec du plaisir. Je ne sais pas si dans l'absolu c'est un jeu. Moi, je le prends comme ça. Euh, je pense que c'est ce qui me fait me lever le matin. Je suis content de me lever parce qu'effectivement, j'ai d'une certaine manière, ouais, j'ai le sentiment que que je vais jouer. C'est un jeu sérieux. Bien sûr, mais ouais, il y a vraiment il y a vraiment du plaisir. Il y a du plaisir dans la rencontre, il y a du plaisir dans le contact humain, et il y a du plaisir dans les règles du jeu qu'on va inventer. Alors, est-ce que, si je reprends tes mots, tu viens de dire, ah oui, oui, c'est un jeu et il y a du plaisir. Mm. On a du plaisir, même parfois en dehors du jeu. Mais c'est un jeu qui donne du Ouais. plaisir. C'est ça? Mm. Mm. Il y a du plaisir en dehors du jeu, mais oui, mais c'est plus jouissif quand on joue. Donc C'est finalement, tu es en train de dire que la surprise joue un rôle majeur dans cette histoire. Mm. On est d'accord. Ce que je préfère, c'est d'attendre d'être moi-même surpris. J'aime, grâce à Erickson et à l'hypnose, j'ai appris la transe et je reçois un patient toutes les heures. J'écoute son histoire, je commence à avoir une idée de là où il veut aller, et après, qu'est-ce que je fais? Je me mets en transe et j'attends que ça vienne. J'attends que quelque chose vienne. Il y a toujours quelque chose qui vient. Une idée, une question. Euh, je vais me mettre à halluciner quelque chose à côté de mon patient, ou une musique va me revenir, ou un souvenir de film, ou quelque chose qui m'est arrivé la veille. Il y a toujours quelque chose il y a toujours quelque chose qui vient. Et je pense que pour que ça marche, faut d'abord que ça me surprenne. Et quand la surprise est assez grande, là, je vais finir par lâcher ce qui m'est venu en tête. Et, et là, on joue. On observe la réaction. Il prend pas. Dès qu'on trouve quelque chose et que le patient prend, ça y est, ça commence. Et on ne sait pas où ça va nous mener, mais ça va nous mener quelque part. Tu dis bien ça va nous mener, tu dis pas ça va le mener, tu dis ça va nous mener. C'est vraiment ce Ouais, binôme, cette relation singulière entre le patient et toi, et cette relation va quelque part. C'est ça que tu veux dire. on y va ensemble. Des fois, il y a des choses qui sont difficiles à traverser. Des fois, c'est primordial de traverser des choses très, très difficiles. Donc, on y va ensemble. Je vais pas le laisser y aller tout seul, hein, juste en observant de loin. C'est pas sympa. On y va ensemble. Évidemment, c'est lui qui va faire. Moi, je suis là en soutien, mais je suis là. Alors tu vois, c'est là qu'il y a des idées, bien sûr, qui sont préconçues, qui sont reçues. Le patient commence par se dire, j'aimerais qu'on m'explique un peu ce qui va se passer. Ça veut dire, vu que je vais me trouver livré tout seul à quelque chose qui est étrange. Ah non, 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 vous n'êtes pas tout seul, je vous accompagne. Ah d'accord. Mais vous m'accompagnez, vous allez me manipuler. Voilà. Et donc là, on est sur la deuxième notion, c'est que de toute façon, celui qui a la rigueur pour être manipulé, c'est le patient. Quand il commence à être en forme, on est d'accord. C'est, Ok. je sais pas, la manipulation, c'est des. Faudrait vraiment avoir une passion pour contrôler les gens, quoi. Sauf que c'est dommage. C'est superficiel. Euh, le plaisir, il est dans la découverte, dans la découverte de la vie. C'est là Oui, qu'il y a d'ailleurs, le mot c'est contrôler, le plaisir. aujourd'hui, il est peu utilisé. Tu vas avoir des salariés, tu vas avoir des personnes qui sont sur des chaînes qui fonctionnent et ils ont un rôle de contrôleur. En fait, ils vérifient surtout et ils veillent. Contrôler voudrait dire qu'on a un pouvoir sur quelque chose et je pense qu'on n'en a aucun d'ailleurs. C'est, je sais, depuis,
depuis mes 4-5 ans où je cherchais à comprendre ce qu'est l'éternité, l'infini, et que ça m'a stimulé pour aller lire, regarder des films, interroger des gens, etc., j'ai toujours rien compris. Et je connais personne vraiment qui a compris ce qu'est la vie. Qu'est-ce qu'on fout là exactement? Comment ça marche? Si quelqu'un me dit vraiment il a tout compris, je me méfie. Il a intérêt à être vraiment hyper convaincant. Et ça serait révolutionnaire. Mais jusque-là, j'ai trouvé personne qui est capable de dire, voilà, la vie, c'est ça. Je pense qu'on est tous dans le même, on est tous dans le même bateau à rien y comprendre. Euh, mais on y va. On sait que ça aussi, c'est Erickson, observer. Même si on comprend pas tout, on sait que en allant dans telle ou telle direction, peut-être en testant telle ou telle chose, on a une bonne chance d'obtenir d'obtenir ce qu'on veut. Et même si on ne sait pas comment, on y va. Thierry, quand je l'ai reçu dans ses interviews, il a vraiment appuyé sur le fait qu'Erickson offre comme image le fait de donner la liberté aux patients. Ce qui est donc une image complètement opposée à ce que les patients peuvent avoir comme image de l'hypnose, avec l'image de spectacle qui va faire des choses. Non, pas du tout. Aller vers la vérité, aller vers la liberté. Tu le ressens, ça? Il y a l'image de l'hypnose, et je vais même plus loin, je pense que c'est l'image du psy, l'image du psychologue, du psychiatre encore plus. Bon, peut-être qu'on a un peu trop c'est bien. Peut-être on a un peu trop déconné euh, avec le pouvoir avec le pouvoir du psychiatre qui est censé savoir et diriger. Et que maintenant, bah, faut aussi assumer avec cette image-là. Et l'hypnose vient en rajouter une couche. Dans les psychiatres et qu'en plus on pratique l'hypnose, oui, je comprends que au départ ça doit pas donner très envie au départ. Mais de la plupart des gens qui viennent me voir maintenant, ils viennent me voir parce qu'ils ont un ami, quelqu'un de leur famille, un Oui, collègue de oui, bureau oui. qui sont passés me voir et qu'ils ont apprécié. Souvent, c'est ce qu'ils me disent. Il paraît que vous êtes différents. Eh oui, ça veut dire qu'ils ne sont plus complètement dans l'imaginaire. Ils voient quelqu'un qui leur dit, je suis ressorti, je marche toujours, je m'habille, je parle normalement, mais par contre, je me sens plus libre. Oui, c'est ça. La différence, tu sais que j'avais fait une conférence dans l'année, c'était en février, où il y avait donc Thierry Savia qui était là, et on avait parlé de Mm. la richesse de la différence. On avait reçu Alexandre Julien, et puis il y avait Barbara Danville pour parler de l'autisme. Et c'est vrai que cette Mm. différence, elle nous rend malheureusement souvent indifférents, mais quand on s'en sert, on va vers quelque chose d'absolument fabuleux. Donc oui, tu es différent d'autres personnes, c'est pour ça que je t'invite d'ailleurs. Mais c'est ce qui est le plus rigolo, c'est-à-dire qu'ils vont dire que je suis différent, alors que finalement mon truc, c'est d'être moi-même. Hmm. Enfin, un peu galvaudé d'être Hmm. moi-même, mais juste un être humain, quoi. C'est-à-dire que je suis en interaction avec eux comme je suis avec mes amis ou avec d'autres personnes que je connais peut-être un peu moins, mais où justement on va y aller tranquillement, à tâtons, mais on va quand même discuter d'humain à humain. Ce que tu dis là, c'est intéressant, ça éveille quelque chose d'autre là comme question pour moi. C'est quand tu dis je suis moi-même, tu pourrais Mm. être différent de toi-même. Et c'est toujours étonnant d'entendre des personnes dire ah non, non, mais un tel, il est vraiment tout le temps comme ça. Eh oui, ça veut dire que finalement, on peut aussi parfois être dans sa personne et l'amener partout telle qu'elle est sans forcément chercher à la changer. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée-là? Ce qui me vient quand j'entends ce que tu me dis, c'est si on est vraiment tout le temps comme ça, c'est qu'on doit jouer un rôle. C'est- Ah Si on est ouais. vraiment tout le temps pareil, c'est qu'on a une Alors c'est qu'on idée. l'aime ce rôle peut-être aussi. Oui, peut-être, mais je trouve ça vachement sympa de jouer des rôles. Ouais, peut-être que des fois.
peut jouer le rôle du psychiatre pour quelqu'un qui a besoin du rôle du psychiatre qui fait des diagnostics, qui dit faut faire ça, ça et ça. Bon, ok, pourquoi pas. Mais tout à l'heure, tu as dit quelque chose, tu as quand même dit que tu trouvais Mhm. que dans ce film, il était extrêmement humain. Mhm. D'accord. Est-ce que ça existe, le rôle de quelqu'un qui est extrêmement humain dans sa vie? Est-ce qu'on joue le fait d'être extrêmement humain? Je réfléchis, hein, j'a- j'attends j'attends que ça vienne. Est-ce qu'on peut jouer le fait d'être extrêmement humain? Bah, après tout, Robin Williams l'a joué. Euh, donc c'est que ça doit être possible. Alors, tu vois, là, en te disant ça, je ne l'avais pas du tout prévu, hein. Je Ouais. pense spontanément à Cyrano de Bergerac avec Toretto. Ouais. Mise en scène d'un Cyrano de Bergerac dans un hôpital psychiatrique Ok. fait que on a une image qui devient beaucoup plus humaine, Mm. pas du tout les autres images. Donc, finalement, je me dis, euh, ce côté être quelqu'un qui semble toujours le même, est-ce qu'il joue ou est-ce que tout simplement il ne cherche pas à être quelqu'un d'autre? Je pense que fondamentalement, Toretto était le même Ouais. que dans une autre pièce. C'est pas le contexte qui a changé. C'est l'acteur, Mm. c'est le jeu qu'on a donné à l'acteur. C'est ça. Je pourrais pas dire, je crois qu'être tout le temps le même, ça m'attire pas. Je trouve ça, je pense que j'aurais peur de m'emmerder, quoi. C'est être tout le temps le même, être tout le temps pareil, ça doit être chiant. C'est se laisser surprendre par ce qui vient, y compris par des rôles. Changer de costume, prendre le rôle de telle ou telle personne qu'on a dans sa tête ou jouer un personnage qui amène le patient et, et endosser ce rôle-là et attendre que le rôle vienne à nous, c'est beaucoup plus stimulant, c'est beaucoup plus passionnant. Me sens vivant dans ce cadre-là. Si je devais tout le temps jouer le même rôle, ça veut dire que je sais déjà à l'avance ce qui va se passer. Je trouve ça terrible. Alors, je reprends ce que j'ai entendu chez toi. Et après, on va parler un tout petit peu d'art. Après, je vais te laisser. Ouais. Euh, tu nous as dit que tu as Mhm. été interpellé par Mhm. le fait d'avoir quelqu'un qui puisse décrire à sa façon le conscient et l'inconscient. Alors Ouais. que tu entendais parler d'un monde imaginaire, puisqu'on te parlait d'un paradis que tu ne vois pas, et où en plus, quand on y rentre, on n'en sort plus. Donc les gens souvent ont peur d'entrer dans les sectes, mais ce qui est rassurant dans les sectes, c'est qu'on peut en sortir. Mais là, tu rentres dans un paradis, tu sais pas si tu vas en sortir. Donc, moi j'ai bien entendu que ta liberté, tu l'as trouvée en cinquième avec Ouais. Freud. Et puis, tu découvres dans ce film tout simplement quelqu'un d'humain et Mhm. qui arrive à voir chez l'autre, au-delà et grâce à sa violence, Mhm. peut-être quelque chose qui lui ressemble. Et là, ça me fait rebondir sur les propos qu'on a eus avec Dimitri Rochambeau, que tu verras au mois de Mhm. décembre, qui nous parlera. On parlera des mots et il nous parlera de ça. Là, maintenant, tu dis finalement, ce qui est intéressant avec un patient, c'est que quand il m'a dit où il voulait aller et le temps qu'il voulait y passer, ben, on y va, à deux, bien sûr, Mhm. tout en sachant que tu vas être émerveillé, comme dans un tour de magie, par les choses qui vont te surprendre. Mhm. On est d'accord. C'est ça. Est-ce que tu penses que la surprise, pour qu'elle soit vraiment agréable, il faut qu'elle soit partagée? Ouais, c'est un plus. On est d'accord. Cadeau. On est d'accord. Donc, il va y Bah, avoir un quand partage de surprise. Donc, tu vois où je veux en venir, Nicolas. On arrive sur la conférence que tu vas animer au mois Mhm. d'octobre, où on va parler de quelque chose de très particulier, en fait. Ça ne sera pas que de la surprise. L'année qui arrive, j'ai voulu qu'on puisse donner, après avoir parlé du consentement et de ce qui s'était passé dans les médias, avec l'intervention de quelqu'un qui n'était pas clair dans ce qu'il faisait, et ça n'avait strictement rien à voir avec l'hypnose, mais ça a beaucoup abîmé l'image de l'hypnose. Donc on s'est interrogé sur le consentement, on a fait un travail avec Antoine Bieuil et avec des intervenants et des tables rondes. Et cette année, je me suis dit, on va parler du pouvoir.
Et le pouvoir, je crois, pour moi, le pouvoir, ça ne veut pas dire je rends, j'impose quelque chose, ça veut dire je rends possible. C'est pas moi qui rend possible, ça va être l'exercice hypnotique et la thérapie à deux qui va rendre possible des choses. Donc toi, je te propose de développer la notion de la surprise, en quoi cette surprise va rendre possible des choses. Ce sujet, il t'intéresse. En quoi la surprise rend-elle possible les choses? Je pense on devient plus proche de la vie quand on est en contact avec quand on est en contact avec la surprise. Hum, Notre boulot, finalement, c'est, c'est d'augmenter la liberté des gens. Nos patients viennent nous voir, hein, et ils peuvent se sentir d'une manière ou d'une autre entravés dans dans leur liberté. Mon boulot, c'est de leur permettre de retrouver cette liberté-là. Et la liberté, eh bien, ça passe par la surprise, ça passe par la vie, ça passe par le corps. On sait là où on doit aller euh, parce qu'on le sent, parce qu'on le sent dans dans notre chair. Et je pense que les patients sont perdus. Je l'ai été aussi pendant plus de la moitié de ma vie. Quelle est la recette qui va nous permettre de savoir quelle est la vie qu'on a à suivre? Pour ça que j'ai lu autant de bouquins que j'ai cherché à savoir, et peut-être que des fois je continue un peu à le faire, comme s'il y avait un plan qu'on devait réaliser, et que si on le réalise, on est bon. Plus, plus ça avance, plus je me dis que ce qu'on doit réaliser, on le sent à l'intérieur de nous et que ça change tout le temps. On doit sans cesse s'adapter et que notre corps est là et que notre corps est là pour nous guider. Donc la liberté, elle va se conquérir en acceptant cette perpétuelle surprise, en acceptant cette idée que le monde euh, n'est pas prévisible, et très peu prévisible, et qu'on doit euh, faire en sorte d'y être connecté en permanence pour savoir quoi faire, savoir où aller, savoir comment s'orienter, et que là, on a des chances d'être, si ce n'est heureux, au moins pas trop malheureux. Voire on va pouvoir s'amuser. Est-ce que tu peux nous donner, Euh, Nicolas, oui, pour terminer, le titre d'un film que tu aimerais conseiller, qui peut être récent, qui peut être ancien, un autre film, et puis un titre de livre, voilà, qui te parle. le dernier film que je suis allé voir, c'était c'était Le Comte de Monte-Cristo. J'ai j'ai adoré. Pourquoi j'ai adoré? Euh, Bah déjà, j'aime bien voir du beau jeu. Donc, j'adore Pierre Ninet pour ça, qui va vivre plusieurs vies dans dans cette même vie, et, et qu'il le fait d'une façon tellement facile, qui semble tellement facile, naturelle, que moi, son jeu, ça m'émerveille. Bon, premier film qui me vient. Les autres films, après, c'est facile. Je n'ai tellement parlé. C'est pour moi la base. de- C'est tous les Rocky. C'est un personnage qui me suit depuis gamin, également. Le fait que, aussi difficile que soit la vie, euh, si, si on a le cœur, qu'on est capable d'encaisser, qu'on a l'esprit qui va avec, on pourra tout traverser jusqu'à la victoire, peu importe ce que ça signifie. Bon, sur un ring, c'est facile. Dans la vie, c'est pas toujours évident de savoir ce qu'est la victoire, mais ça me rassure. Ça m'aide dans les moments difficiles de les revoir. Euh, Après, si je risque de partir sur tout un tas de films qui donc je vais rester sur cela pour l'instant. Et est-ce que tu as en tête un livre?
qui, voilà, qui t'a plu, t'as envie de partager. Hum, Alors, mis à part tous les livres d'hypnose qui traînent, je les vois derrière l'ordinateur, il y en a une quinzaine. J'ai du mal à finir les livres, donc je les commence et puis un jour je les finis. J'en lis une quinzaine en même temps. En dehors de tous les livres d'hypnose et d'Erickson, depuis que je suis adolescent, j'ai l'habitude tous les ans d'acheter les livres de Bernard Werber chaque fois qu'ils sortent. Et là, le dernier, je ne l'ai pas encore fini. Il est là, c'est le temps des chimères. C'est- Donc cette année, ça, ça va parler d'un monde post-apocalyptique où viendraient se mêler aux humains euh, des humains qui auraient été génétiquement modifiés pour associer du génome humain et du génome animal pour créer des chimères. Et donc il imagine ce que ça va donner. Euh, je, je continue à rester fidèle à son écriture, puisque ça me rappelle aussi, ça me rappelle aussi mon adolescence et que j'aime bien me replonger là-dedans. Tu montres quelque chose qui t'est très personnel. C'est-à-dire que tu aimes la surprise, tu aimes surprendre. Tu aimes aider, tu aimes accompagner, c'est une certitude, on le voit. Je t'ai vu travailler dans des consultations, dans les séminaires, on reçoit des patients, et je t'ai vu travailler avec toujours le sourire est là au départ, le sourire disparaît tout doucement, et quand tu entres dans la transe, tu n'es plus forcément dans le sourire, mais tu es dans une transe qui est généralement très généreuse. Voilà. Ça veut dire que tu ouvres quelque chose où l'autre va pouvoir commencer lui aussi à se servir de la créativité. Tu es finalement entre la fiction et puis des événements de vie qui ont appartenu aux patients et tu les laisses s'approprier ce qu'ils ont envie de s'approprier, mais tu es là pour leur permettre de rester toujours un peu plus libres que ce qu'ils pouvaient vivre auparavant. Tu étais un petit peu dans cette image-là. C'est très joli de te voir travailler. Donc moi, je me réjouis que tu viennes nous parler de la surprise. On va dire que ça sera une conférence pleine de surprises, ça c'est une certitude. Les invités seront des invités que tu choisiras avec moi et on va la construire pour justement qu'on puisse derrière se rendre compte que le pouvoir de la surprise n'est pas un mauvais pouvoir, il peut être extrêmement nécessaire et puis efficace. Même si on ne cherche pas qu'il soit efficace d'ailleurs. Primordial, je pense. C'est ça. Et je trouve peut-être qu'il a une dimension esthétique aussi. La surprise, c'est joli également. C'est Je me beau. rappelle la conférence qu'on avait faite sur les émotions, ça avait été également de la surprise pour les personnes qui étaient là, qui jouaient une émotion. C'était une surprise très vivante en fait. Tout le monde était vivant dans cette conférence. C'était très Ah, agréable. c'est un Nicolas, souvenir. je te souhaite un bon mois d'août. Merci d'avoir été avec nous ce soir Eh bien, c'était un grand plaisir. et puis à très très bientôt. À très bientôt. Bonne soirée.